sommes en compagnie de journalistes qui sont venus et qui ont hâte de te poser leurs questions. Donc on va commencer tout de suite ici devant avec Madame Chapelle. Bonjour Thomas, Christine Chapelle, TF1. Je voudrais savoir si vous avez déjà votre planning sur ce que vous allez faire là-haut, et notamment est-ce que les expériences scientifiques que vous allez faire, et est-ce que vous allez avoir des sorties extravéhiculaires? Bonjour Christine, mon planning, oui je l'ai, il a beaucoup changé ces derniers temps pour revenir un peu à la case départ. On décollera bien le 15 novembre 2016 de Baïkonour au Kazakhstan. On avait parlé de décoller le 6, d'avancer un peu la date de départ. Finalement, pour plusieurs raisons, c'est revenu le 15. Donc, changez rien dans vos agendas. Ensuite, rendez-vous en 6 heures avec la station spatiale. Donc, on s'arrimera le même jour, ou du moins la même nuit, puisque ce sera un décollage de nuit. Retour sur Terre en mai 2017. 180 jours de mission à bord. On a un programme très chargé, comme d'habitude, mais peut-être encore plus que d'habitude. On a pour l'instant sur le plan 4 sorties extravéhiculaires pendant les 6 mois. 2 pour aller changer les batteries du côté bâbord, en fait, du côté gauche de la station spatiale. On a 8 différents circuits électriques, donc on va changer les batteries pour 2 d'entre eux. Donc ça donnera lieu à 2 sorties extravéhiculaires aux alentours du mois de décembre-janvier. Ensuite, on a un véhicule ravitailleur de SpaceX Cargo qui nous amène des équipements qui nous amèneront aussi à effectuer 2 sorties extravéhiculaires, et ça, ce sera plutôt aux alentours du mois d'avril. Donc on devrait être assez occupé avec ça. Beaucoup de cargo ravitailleurs. On sera la première expédition, si tout reste prévu comme ça l'est en ce moment, à recevoir tous les types de cargo ravitailleurs. On aura donc le véhicule HTV japonais, le Dragon de SpaceX, le Cygnus d'Orbital Science et le Progress russe, qui devraient tous venir s'arrimer à la station spatiale pendant notre tour à bord. Et le programme scientifique, eh ben oui, maintenant il est de plus en plus raffiné. Je termine les dernières manipulations ici à la NASA. J'ai 2 semaines à l'Agence spatiale européenne ensuite au mois de septembre, qui vont me permettre vraiment surtout de me consacrer au programme européen. On a 55 expériences à peu près dans un peu tous les domaines, matériaux, physique, médecine beaucoup, physiologie, dont la plupart vont être contrôlés depuis le CADMOS en France. Donc tout ça se met en place. C'est une espèce de symphonie avec beaucoup de joueurs dans l'orchestre, mais au fur et à mesure qu'on s'approche de la date de la grande première, tout ça se fige, se sédimente un petit peu, et puis je pense qu'on aura une très belle mission. Bonjour, Sophie Jousselin de RTL. Bonjour Thomas. Au jour d'aujourd'hui, à 2 mois et demi du départ, vous êtes totalement zen, ou vous avez quand même un petit peu d'inquiétude, une boule au ventre avant de décoller? Bonjour, non, on n'est pas... je dis on parce que c'est pas que moi, c'est tout mon équipage, je ne vais pas partir tout seul, mais non, on est plutôt zen. Je ne pense pas que c'est qu'on soit spécialement courageux, spécialement fou, mais c'est parce qu'on s'entraîne depuis très longtemps. Moi, j'ai été sélectionné par l'Agence spatiale européenne en 2009. J'ai été désigné sur la mission en 2014, donc ça fait longtemps que je m'entraîne pour ce départ dans l'espace. On a répété toutes les procédures, on a essayé de se préparer à toutes les éventualités. Et puis ça donne une certaine confiance. Ça dédramatise un petit peu. Ce qui fait peur, c'est ce qu'on ne connaît pas. Si on ne sait pas à quoi on s'expose, là évidemment c'est un peu inquiétant, mais nous on a appris par cœur ce à quoi on s'expose. On a appris par cœur notre rôle, et puis ce qu'il faudra faire, les procédures, les réactions. Donc non, ça fait pas tellement peur que ça. Je pense qu'il y a aussi énormément de gens qui sont impliqués dans cette mission. Donc, toutes les missions habitées, ce n'est pas seulement les astronautes, il y a des milliers de personnes qui bossent à l'Agence spatiale européenne, au CNES, à la NASA, à tous les partenaires internationaux qui font en sorte que ça soit aussi sûr que possible. Donc toutes ces personnes-là, elles s'interposent un peu entre le danger et nous, c'est un peu notre bouclier, du moins c'est comme ça que je le vois.
Donc ça donne, encore une fois, ça donne encore un peu plus confiance. Non, je pense que c'est aussi un petit peu virtuel tout ça, un décollage de fusée. Moi, j'en ai vu en tant que spectateur, mais j'ai jamais eu l'occasion d'en vivre un par moi-même. Pour l'instant, je m'entraîne uniquement en simulateur, donc peut-être que je réalise pas complètement ce qui va se passer, mais je suis sûr que quand je verrai la fusée, quand vraiment on prendra l'ascenseur là pour aller s'installer en haut du 3e étage, rentrer dans la capsule, là je l'aurai la boule au ventre, ouais, bien sûr, parce que c'est pas une expérience normale. C'est hors du commun de se catapulter comme ça dans l'espace à des vitesses incroyables. Donc oui, on aura un peu d'appréhension, mais l'entraînement est là pour faire en sorte que cette appréhension soit la plus faible possible. Puis ensuite, ça se transforme en grand bonheur. Oui, bonjour. Bonjour Thomas. Hassan Meda du journal L'Usine Nouvelle. Ma question est assez simple. Quelle est l'opération la plus délicate que vous-même ou l'équipage serait amené à réaliser? L'opération la plus délicate, sur une mission de 6 mois, il y a des milliers, pour pas dire des dizaines de milliers d'opérations, certaines que je connais déjà bien, certaines que je ne connais pas encore en fait. C'est ça qui est intéressant sur une mission de longue durée, c'est qu'on ne peut pas spécifiquement se préparer à tout et apprendre tout par cœur. Il faut se préparer physiquement, il faut se préparer mentalement, et puis il y aura des situations auxquelles on devra faire face et pour lesquelles on n'aurait pas été spécifiquement préparé. Alors on n'est pas seul pour ça, le centre de contrôle nous aidera, nous donnera la marche à suivre, nous enverra des procédures le cas échéant. Typiquement, j'ai des collègues astronautes qui m'ont dit bah oui, moi sur un vol de 6 mois, il y a 50% des choses sur lesquelles j'étais préparé et 50% des choses sur lesquelles je n'étais pas forcément préparé ou pas complètement préparé, mais c'était pas grave parce qu'on était aidé par le centre de contrôle. Donc ça c'est la première chose. Je pense que les choses les plus critiques, le vol en Soyouz, c'est pas facile, c'est une phase très très dynamique, ça va très vite. C'est la phase la plus dangereuse tout simplement, on prend énormément de vitesse, énormément de hauteur, énormément d'énergie en très peu de temps. Donc il faut être capable de réagir rapidement. Une fois qu'on est dans la station, on a un peu plus de temps, mais dans le Soyouz, si on a une panne grave, c'est comme dans un avion, c'est comme dans ma vie de pilote de ligne, ma vie d'avant. Il faut savoir réagir rapidement. Ça, c'est un peu critique. C'est pour ça que c'est là-dessus qu'on passe le plus de temps en simulateur, sur la montée, l'insertion en orbite, le rendez-vous, l'arrimage, la redescente, la rentrée atmosphérique. Ça, c'est des choses que j'ai répétées extrêmement souvent depuis 2014. Donc je pense à ça, je pense aux sorties extravéhiculaires. Dès qu'on sort de la station, évidemment on s'expose à plus de risques. Ce scaphandre, c'est notre vaisseau spatial autonome, mais il a pas le confort de la station, il n'a pas les réserves de la station spatiale. Donc c'est un peu comme un bathyscaphe là, tout au fond de la mer. On est tout seul dans un mini sous-marin, on est très très loin de toute source de secours. Donc ça c'est difficile aussi. Je pense si jamais il y avait une grosse panne à l'extérieur de la station et qu'il fallait sortir un peu en urgence pour réparer une panne qu'on n'aurait pas vraiment prévue, à laquelle on ne serait pas préparé, il faudrait faire face à ça. Ça, ce serait difficile. Voilà, c'est des choses comme ça. À bord de la station, il peut se passer des situations d'urgence à l'intérieur de la station, ce serait le feu, ce serait la dépressurisation, ce serait quelque chose de toxique qui se répand dans l'atmosphère. Mais ça, encore une fois, on s'y est préparé tellement de fois que c'est pas si inquiétant que ça. Et puis les probabilités sont quand même extrêmement faibles. Donc je pense que vraiment ce qu'il y a de plus critique, c'est de réussir son vol en Soyouz, la rentrée atmosphérique, surtout en mode dégradé, mode manuel, et puis une sortie extravéhiculaire pour réparer quelque chose de pas prévu, où il y aura un petit peu d'improvisation. Là, ce serait, je pense, de loin les situations les plus difficiles. Bonjour Thomas, Camille de Citizen Press, je m'occupe du journal du CNES.
Et alors ma question, elle est double. Vous faites partie de la nouvelle génération des spationautes. Alors comment vous la définiriez, cette nouvelle génération? Quelles sont les motivations des jeunes aujourd'hui qui se lancent dans l'aventure pour être spationautes? Et surtout, qu'est-ce qu'avec votre expérience à vous, vous pensez que vous pouvez leur apporter? Bonjour, oui, c'est une bonne question. C'est vrai qu'on est la première génération d'astronautes qui n'étaient pas nés au moment de l'alunissage de Neil Armstrong et Buzz Aldrin. Et ça, c'était pas arrivé avant. Moi, je suis né en 78, donc j'ai raté ça. Enfin, je l'ai vu évidemment à la télévision, mais pas en direct. Je pense que peut-être quelque part, ça nous a enlevé, je ne veux pas dire enlever un poids, c'est un peu un grand mot, mais qu'on n'a pas ça derrière nous, qu'on regarde en se disant « Ah bah tiens, ils ont fait ça, c'était vraiment super, est-ce qu'on va arriver à faire aussi bien ?» Nous, on regarde vraiment uniquement devant, on regarde vers le futur. Je pense que c'est une caractéristique de la nouvelle génération. On est là pour assurer les vols du présent vers la Station spatiale internationale, mais cette station, elle nous sert aussi à préparer le futur. Et le futur, clairement, on aimerait bien en faire partie, évidemment, sous l'égide de l'Agence spatiale européenne. Donc, c'est de dépasser un peu l'orbite basse terrestre, aller faire des vols d'exploration avec la capsule Orion, notamment, sur laquelle travaille l'ESA en coopération avec la NASA. Donc c'est un peu ça. Moi, je trouve que cette génération, elle est tournée vers le futur. Elle est prête à répondre à tous les besoins qu'on aura en exploration spatiale. On espère qu'ils seront nombreux. Je me dis que c'est aussi une génération qui a à cœur de beaucoup communiquer sur le métier. Et ça, c'est pas une question de caractère, mais c'est peut-être plutôt une question de moyens. Nous, on vit à l'époque d'Internet. On a à cœur de partager cette expérience-là. Moi, je me rappelle toujours quand j'étais enfant, j'avais une certaine frustration parce que il y avait peu de choses à se mettre sous la dent. Quand on était fan de l'espace, il y avait de temps en temps la télévision, un magazine spécialisé une fois par mois, et puis c'était tout. Aujourd'hui, nous, on met des photos sur Twitter, on essaie de partager ça sur Facebook, Instagram, on essaie de tenir un blog. Alors, c'est pas toujours facile parce qu'évidemment, on a quand même les contraintes de l'entraînement qui font qu'on n'a pas tout le temps qu'on aimerait avoir pour ces activités-là. Mais néanmoins, on met tous un point d'honneur à partager cette expérience avec le plus grand nombre, et puis on espère que ça va intéresser les gens et qu'on va un peu les emmener avec nous. Donc je pense que les deux caractéristiques, c'est vraiment ça. C'est tourner vers le futur et puis essayer de partager cette expérience avec le plus grand nombre. Mais à part ça, il n'y a pas tellement de différence. Il y a aussi des choses qui sont très similaires. On a des profils un peu d'explorateurs. Je retrouve ça dans les collègues un peu plus âgés, aussi bien que dans les gens de ma promotion, des gens techniques, des gens qui aiment un peu l'aventure. Donc beaucoup de points communs et puis ces deux petites différences, je dirais. Allez-y. Bonjour, Aurélien Romano, M6. Vous avez parlé de l'avenir. Alors justement, il y a l'expérience à laquelle a participé Cyprien Verseux, d'un an dans une bulle sur un volcan qui vient de finir. C'était dans le but de faire des études pour Mars. Oui. Est-ce que Mars est un objectif pour vous, personnellement? Est-ce qu'une mission sur Mars aux horizons 2030 vous semble envisageable pour l'humanité et pour vous en particulier? Alors, pour l'humanité, oui, c'est certain. Pour moi, ça va être une question de timing, mais je suis plus jeune de l'agence spatiale, des astronautes de l'agence spatiale européenne en ce moment, donc je suis pas le moins bien placé. Pour l'humanité, oui, c'est clairement une destination sur laquelle toutes les agences se sont mises d'accord, et ça c'est déjà bien. C'est difficile de faire travailler ensemble des agences spatiales qui n'ont pas les mêmes priorités, qui n'ont pas les mêmes histoires dans les quatre coins du monde. Donc au moins on est tous d'accord que Mars, c'est raisonnablement près de la Terre, c'est scientifiquement intéressant, c'est une belle destination pour l'exploration, et surtout on apprendrait énormément en allant sur Mars. Donc on envoie des missions robotiques, et ça c'est obligatoire. Encore une fois, l'exploration robotique, l'exploration habitée, ça va ensemble, ça ne s'oppose pas. Il faut arrêter de se dire que c'est une compétition entre les deux. Ce n'est pas une compétition, c'est une coopération vraiment à tous les niveaux. Donc oui, on a tous envie d'aller sur Mars, et on y travaille. Ce n'est pas juste des déclarations d'intention ou des grandes phrases. On y travaille. L'ESA, comme je l'ai dit la dernière fois, en partenariat avec la NASA, travaille une capsule pour emmener des astronautes vers Mars. C'est la capsule Orion.
Et puis on essaye de solutionner tous les problèmes techniques qu'on a pour arriver là-bas, une propulsion plus rapide, la rentrée atmosphérique dans Mars, comment poser toute une infrastructure sur Mars, donc des choses assez lourdes. Tout ça, on y travaille. Ensuite, pour moi, personnellement, si on dit 2030, moi en 2030 j'aurai la cinquantaine, donc oui, non, c'est bien, c'est l'âge un peu expérimenté, je pourrais être commandant de cette mission-là. Non, je sais pas, j'espère évidemment au fond de moi que moi j'aurai un rôle à jouer dans cette mission-là, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a tous un peu des âmes d'explorateurs, on a envie d'aller voir là où personne n'est jamais allé, c'est quand même ça qui est au fond qui est excitant. Mais si j'y vais pas personnellement, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est qu'on y aille, au nom de l'humanité en fait, et qu'on y aille au nom de l'Europe, au nom de la France, que nous, on ait un rôle à jouer dans cette aventure-là, parce que ça va être l'aventure la plus intéressante des quelques dizaines d'années à venir, c'est certain. Bonjour, Marc Chomasi, le Parisien. J'aurais voulu revenir sur la préparation physique et mentale. Est-ce que vous pouvez expliquer pour le grand public en quoi ça consiste précisément de se préparer à une mission telle que celle-là? Oui, alors physique et mentale. Physiquement, il y a vraiment deux objectifs. Le premier, c'est de résister aux phases très dynamiques, donc les accélérations du décollage et de l'atterrissage. On est soumis au décollage, si tout va bien, jusqu'à 4G, donc c'est pas trop méchant. À l'atterrissage, c'est pareil, sauf si on rentre en mode un peu dégradé, s'il y a une panne et qu'on rentre en mode balistique. Donc là, on serait soumis à jusqu'à 8 à 9G, donc 8 à 9 fois l'accélération de la pesanteur. Donc on est vraiment écrasé sous son propre poids, des choses comme ça. Mais ça, on s'entraîne en centrifuge. Il y a des techniques pour bloquer sa respiration, ce genre de choses. Il faut être en forme physique, évidemment. Donc il y a ça. Ensuite, une mission de 6 mois dans l'espace, c'est pas facile pour le corps humain, on n'est pas fait pour ça, on n'est pas adapté à ça. On a évolué sur Terre, on est parfaitement adapté à notre environnement terrestre. Une fois qu'on se retrouve là-haut, c'est évidemment une autre paire de manches. Alors le corps s'adapte à sa manière, mais il y a beaucoup de muscles dont on ne se sert pas. Dans la station spatiale, on flotte, on peut déplacer des charges de 700 kg avec 2 doigts comme ça. On ne se sert pas du tout, ou presque pas, des muscles des jambes, des cuisses, des muscles du dos qui permettent de se tenir droit et de maintenir sa colonne vertébrale gainée comme ça. Tout ça, on ne s'en sert plus, donc on les perd petit à petit. Et ça, évidemment, c'est pas une situation idéale en vue du retour sur Terre, parce qu'on ne pourrait pas se lever, on aurait des gros problèmes articulaires. Donc on fait du sport tous les jours pour combattre un peu cette perte musculaire, cette perte osseuse, parce que ça s'accompagne aussi, cette perte de sollicitation mécanique, physique, ça s'accompagne aussi d'une perte osseuse. Donc on fait 2 heures de sport dans la station spatiale par jour pour faire face à ça. Et puis évidemment, le principe très simple qui est attaché à tout ça, c'est que plus on est en forme en partant, même si on va perdre un peu, plus on est en forme en revenant. Donc on essaie d'être le plus en forme possible pour partir. Voilà, donc ça demande de faire au moins 5 heures de sport par semaine ici au sol. On fait beaucoup d'endurance, on court, vélo, rameur, ce genre de choses, on nage. Et puis salle de sport, renforcement musculaire, hein, les cuisses, les muscles du dos, les abdominaux, les muscles des épaules, etc. Donc ça, on passe beaucoup de temps en salle de sport, on a un programme spécifique pour ça. Peut-être la dernière chose sur la partie physique, c'est les sorties extravéhiculaires. Les sorties extravéhiculaires, c'est difficile. On est à l'intérieur d'un scaphandre qui est pressurisé, donc qui s'oppose à nos mouvements. Vraiment, ce que je raconte assez souvent, c'est que quand on veut fermer la main, dans le gant pressurisé, c'est comme écraser une balle de tennis. Donc on se prépare à ça aussi, on fait du renforcement musculaire du haut du corps pour pouvoir rester 6 heures dans le scaphandre, réaliser des opérations complexes, tout en se battant contre le scaphandre qui au final s'oppose à nos mouvements. Donc pour la partie physique, c'est ça représente depuis 2009, je ne sais pas combien d'heures passées à faire du sport, mais c'est pas grave parce que moi j'aimais ça de toute façon. On est tous quand même un peu sportifs évidemment pour en arriver là. Pour la partie mentale, c'est différent. Il y
il y a des stresseurs, comme on dit, dans l'environnement spatial, donc juste des facteurs qui vont nous mettre en difficulté. Il y a de la promiscuité, on va être éloigné de sa famille, loin des siens, on perd un petit peu l'alternance jour-nuit, donc on peut être un peu désorienté par ça, ces rythmes circadiens sont changés, des choses comme ça. Donc ça, pour s'y préparer, on a aussi des programmes sur Terre, on est suivi par des psychologues. Évidemment, la sélection fait en sorte de sélectionner des candidats qui sont stables, sur lesquels on peut compter. Si on les enferme 6 mois dans une boîte de conserve avec des gens qu'ils n'ont pas choisis, ça va quand même bien se passer. Des joueurs d'équipe, des gens qui sont patients, qui savent communiquer. Et puis on va se mettre dans des situations analogues. C'est comme ça qu'on s'entraîne, c'est pour ça qu'à l'ESA, on a le programme CAVES, où on s'isole en spéléologie, en fait coupé du monde extérieur dans une équipe internationale d'astronautes, comme ça sera le cas dans la station spatiale, et on a un programme d'exploration et un programme scientifique à réaliser dans un environnement qui ne nous est pas du tout familier. Donc ça, c'est vraiment pour répliquer cette situation qui est un peu unique dans le vol spatial, mais qu'on va retrouver quand même dans certains environnements extrêmes au sol. On a participé, quand je dis on, c'est moi et mes collègues de l'Agence spatiale européenne évidemment, on a participé à la mission de NIMO avec la NASA, donc on a vécu 9 jours sous l'eau dans un module immergé au large de la Floride en simulant une mission. Ce module, c'était un peu notre base de vie, notre vaisseau spatial, et puis on avait des sorties extravéhiculaires tous les jours en casque de scaphandrier sous l'eau, mais qui répliquent presque exactement les sorties qu'on pourrait réaliser en scaphandre dans l'espace. Donc on essaie de se préparer à tout ça. Tout le long de la mission, on est suivi, on a des conférences régulières avec un psychologue qui essaie d'évaluer un peu notre état général. Mais au final, la meilleure préparation psychologique, c'est de connaître ses partenaires. C'est les gens avec qui on va passer 6 mois, pas seulement au travail, mais aussi tous les jours. Je veux dire, c'est les gens qu'on verra tous les matins au petit déjeuner pendant 6 mois, qu'on verra tous les soirs au dîner pendant 6 mois et qu'on va croiser toute la journée. Donc il faut bien s'entendre, il faut se connaître le plus possible pour désamorcer tout ce qui pourrait se passer. C'est important de former une équipe cohérente. Moi, j'ai beaucoup de chance. Je pars avec des vétérans expérimentés, faciles à vivre, donc je sais que ça se passera très bien. Et puis dans la station spatiale, la chance qu'on a, enfin, pour finir sur le côté psychologique, c'est qu'on peut communiquer avec la famille. On peut envoyer des emails, on peut appeler avec le téléphone sur IP, un peu l'équivalent de Skype, mais sans la vidéo, et on peut appeler sa famille au final plusieurs fois par semaine, pas pour des heures et des heures évidemment, mais par petits créneaux de 5 minutes, on peut maintenir une certaine proximité, et ça aide évidemment à faire face à l'isolation et à l'éloignement. Thomas, bonjour. Gilles Daviovic de la Société astronomique de France. Avez-vous déjà choisi vos effets personnels? On sait que tous les astronautes emmènent quelques souvenirs avec eux. Oui, bonjour. Oui, c'est une bonne question. Alors, ce qui m'a surpris, c'est que dans une mission spatiale, il y a énormément de choses qui se préparent bien à l'avance. Et en fait, mes effets personnels, il a fallu que j'en remette la plupart à la NASA, qui va s'occuper de les acheminer vers la station spatiale au mois de janvier dernier. Donc c'était quand même bien en amont de la mission. Il me reste une petite carte à jouer parce que dans le Soyouz avec moi, donc qui va vraiment décoller de Baïkonour et qui ne va pas me quitter, j'aurai un petit 1,5 kg d'effets personnels. Donc oui, j'ai rempli ça de souvenirs, pas pour moi, mais plutôt de choses que je vais ramener pour les gens. De choses un peu symboliques. J'ai emmené ma ceinture noire de judo parce que le judo, ça m'a apporté beaucoup dans la vie, parce que je crois en les valeurs du judo, en les valeurs du sport en général, et puis la vie saine, on va dire, l'exercice physique. J'ai emmené des cadeaux, la montre de mon frère, qui est la même montre que les astronautes américains avaient sur les missions Apollo vers la Lune dans les années 70, qui date de l'année de sa naissance. Puis j'ai amené des petits symboles, des livres, des choses que je vais ramener, des cadeaux. J'ai évidemment emmené des patchs de la mission. J'ai fait faire des petites pièces, souvenirs qui sont numérotées, que je vais pouvoir donner aux gens qui ont joué un rôle dans cette mission. Parce que moi, c'est pas tellement important que je ramène des choses de là-haut, parce que moi, j'aurai des images plein les yeux, plein la tête, qui vont me rester pendant longtemps, j'imagine.
mais j'essaie de me servir de cette possibilité-là pour faire des petits clins d'œil une fois que je serai là-haut, ou pour faire des petits cadeaux quand je redescends. Mais évidemment, je ne peux pas tout vous dire parce que sinon ça va gâcher pas mal de surprises. Bonjour Thomas, Marc Hervez, Magazine Society. De tous les enseignements et entraînements intensifs que vous avez reçus, lequel fut le plus pénible à ingurgiter ou à effectuer et pourquoi? Est-ce que c'est l'apprentissage du russe? Est-ce que c'est le stage de survie dans le froid? Et pourquoi? Ou autre? Oui, c'est une bonne question. Vous avez presque déjà donné la réponse. Le stage de survie dans le froid ou d'autres stages de survie qu'on a fait, ce qui est assez drôle, c'est que la mémoire, ça doit être sélectif, parce que sur le moment, tout n'était pas spécialement rose, hein, ça je vous le garantis. On avait faim, on avait froid, on n'arrivait pas à dormir la nuit. Je me rappelle, on se relevait, puis on prenait des pierres qui avaient été près du feu, et puis on serrait les pierres comme ça pour essayer d'avoir un petit peu de chaleur en attendant que le soleil pointe le bout de son nez pour se réchauffer un petit peu. Donc c'était pas forcément drôle, mais ce qui nous en reste, enfin du moins moi ce qui m'en reste, c'est tous les bons souvenirs en fait, c'est toutes les fois où on a ri, où il y a eu des moments de franche camaraderie, où on a appris des choses. C'est pas que je suis complètement béat ou naïf, mais c'est vraiment ces choses-là qui restent en mémoire, donc j'ai du mal à considérer ça comme un vrai mauvais souvenir en fait, parce qu'on a appris énormément, parce qu'on quand on en reparle, parfois avec les collègues, on se rend compte des fois où il y avait des choses vraiment drôles qui se passaient, parce que l'humour évidemment ça aide à faire passer ces moments-là. Le russe, oui, le russe, ça n'a pas toujours été très drôle non plus. Le russe, c'est une situation un peu différente. On a passé vraiment des heures et des heures et des heures et des heures à apprendre ces déclinaisons, et là c'est plutôt des choses tout seul à sa table où il n'y a rien de fun ni de glamour. Je veux dire, c'est pas des choses qui passent à la télévision quand on parle d'entraînement d'astronaute. On ne voit pas un gars en train de répéter ses déclinaisons dans sa petite chambre d'étudiant le soir à l'Institut de langue étrangère appliquée, mais pourtant c'est ce qu'on a fait, c'est ce qui nous a occupé pendant 3 mois entiers de l'entraînement initial, c'est-à-dire c'était peut-être la plus grosse partie de tout l'entraînement initial. Je pense que c'était peut-être ça le plus difficile en soi pour des gens qui, comme nous, ne sont pas spécialement versés dans les langues étrangères. On est plutôt des gens techniques, des pilotes, des ingénieurs, des médecins, des scientifiques. Donc ça, c'était difficile. Après, je pense que la particularité du métier d'astronaute, c'est qu'il faut faire beaucoup de choses différentes. Et c'est plutôt là que réside la difficulté pour moi. C'est pas qu'il faut être extrêmement pointu dans un domaine. On a tous des parcours scientifiques, mais il n'y a aucun d'entre nous qui est prix Nobel. On parle tous un peu les langues étrangères, mais il n'y en a aucun de nous qui a vraiment des diplômes de haut niveau dans les langues étrangères. On fait tous beaucoup de sport, mais il n'y a personne qui est athlète de haut niveau. C'est plutôt tout faire à la fois qui est difficile. C'est-à-dire que dans la même journée, il va falloir faire des langues étrangères, travailler sur des expériences scientifiques assez pointues, faire 2 heures de sport. Et puis, à la suite de tout ça, faire face, par exemple, à une classe de CM2 avec beaucoup de questions auxquelles parfois c'est difficile de répondre. Donc tout ça, ça fait partie de la panoplie de l'astronaute, ou du moins de ce qu'on nous demande de faire tous les jours. Donc pour moi, la difficulté majeure du métier, c'est pas dans une chose extrêmement pointue, c'est dans la capacité à tout faire à la fois avec un niveau, on va dire, suffisant. Prochaine question ici devant, allez-y. Allez-y. Bonjour Thomas, Pauline Leroy des journaux pour enfants, Le Petit Quotidien, Mon Quotidien, L'Actu. En novembre, vous aviez estimé en pourcentage l'état de vos entraînements. Là, on est donc beaucoup plus loin. Sur quel domaine vous n'êtes pas encore à 100%, à 2 mois du départ? Sur quel domaine allez-vous le plus travailler dans les semaines à venir? C'est une très bonne question. Bonjour Pauline. Sur quel domaine je ne suis pas à 100%? Dans tous les domaines, je ne suis pas à 100%. Sur lesquels je vais devoir travailler le plus, il y a
Là, je suis dans une phase un peu spéciale. Là, c'est mon dernier passage à la NASA à Houston pour encore 2 semaines. Ensuite, je reviens en Europe et je ne reviendrai plus à la NASA. Donc, tout ce que je fais en ce moment, c'est un peu la dernière séance, la dernière session, le dernier entraînement de robotique, le dernier entraînement dans la piscine, le dernier entraînement de ci ou de ça. Donc c'est un peu spécial parce que c'est une route tellement long cours qu'on se dit toujours que des entraînements il y en aura d'autres et de toute façon on est loin de la fin, mais là on commence vraiment à voir arriver la fin. Donc on va finir un petit peu tout ça. Là on a beaucoup de briefings qui commencent à nous dire voilà ce qu'il en est des réserves à bord de la station, des choses un peu plus concrètes où l'information est valable que quand on est proche du décollage. On va finir tout ça et ensuite vraiment ce qui nous reste, c'est je vais avoir 2 semaines à l'EAC, au Centre des astronautes européens à Cologne, en Allemagne, qui est notre base, qui est là où on a été basé depuis 2009, depuis la sélection. C'est là qu'on se trouve quand on ne voyage pas, ce qui est quand même pas si souvent, mais quand même. Et là, on va travailler beaucoup sur le programme scientifique. On a un programme scientifique européen qui est évidemment très développé et il va falloir faire beaucoup, notamment de mesures avant le vol. Le principe, il est simple. On fait pour toute la recherche humaine, donc la recherche où on est les cobayes, c'est mesure avant le vol, mesure pendant le vol, mesure après le vol. Pour faire très simple. Donc toutes ces mesures avant le vol, il y en a certaines qu'on a commencé, mais il y en a aussi pas mal qu'il va falloir faire dans ces 2 semaines qui viennent au centre européen. Donc on va dire, on va se concentrer vraiment sur le programme scientifique et les expériences scientifiques. Ça c'est une chose qu'on n'a pas fini de faire. Et ensuite on va retourner à Moscou pour faire la dernière session d'examens finaux. En fait, on est validé, évidemment, il faut avoir le niveau pour aller dans l'espace. Donc on va se mettre au simulateur, à la centrifuge, comme je l'ai fait en tant que doublure il y a quelques mois. Et là, on va le refaire en tant qu'équipage principal. C'est assez spécial parce que c'est quasiment le même programme, c'est pas les mêmes pannes, mais on sait à l'avance comment ça va se dérouler. Par contre, on va essayer d'avoir une meilleure note que quand on était doublure. Donc c'est ça qui va rester à faire, on va dire. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles je suis vraiment à 95% maintenant, à part le programme scientifique où c'est un peu moins du fait de la nature des activités qui implique de faire beaucoup de mesures avant le vol et juste avant le vol, donc on attend le dernier moment. Et puis ensuite répétition générale avant le décollage, pour de vrai, pas au simulateur cette fois. Bonjour, Jean-Christophe Bateria pour France Télévisions. S'il y a une journée type à bord de la station, est-ce que vous pouvez nous en décrire les 24 heures? Oui, il y a une journée type. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'à bord de la station, on a un emploi du temps assez régulier. Et au final, c'est beaucoup plus, ces 6 mois de vie dans la station vont être beaucoup plus réguliers que les 3 ans d'entraînement qui les ont précédés, où là, on est vraiment sur les 4 coins du monde, un peu jamais sur les mêmes fuseaux horaires. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais dans la station, en fait, ça se passe à peu près toujours de la même manière. On est réveillé assez tôt, vers 6h, 6h30. Ensuite, on a une petite heure de temps pour soi, pour se préparer, pour prendre son petit déjeuner, qu'on n'est pas obligé de prendre ensemble. Les gens le prennent ensemble s'ils veulent, sinon ils le prennent de leur côté, pour, j'allais dire prendre sa douche, mais évidemment il n'y a pas de douche dans la station spatiale. On va dire faire sa toilette avec des lingettes, voilà, faire tout ce qu'on a à faire, lire un petit peu le plan de la journée, on en a déjà eu une idée la veille, mais pendant la nuit, le centre de contrôle, lui, va travailler, va nous envoyer des informations. Et comme ça, la première chose qu'on fait en se levant, c'est prendre connaissance de tout ça et puis se préparer. Parfois, on va même déjà préparer notre matériel, aller chercher des outils spéciaux dont on sait qu'on aura besoin plus tard, etc. Ensuite, la journée commence vraiment avec une conférence audio, on va dire, entre tous les différents centres de contrôle sur Terre, donc à la NASA, à Moscou. Pour nous, en Europe, ça se trouve à Munich, enfin près de Munich. Centre de contrôle du module Columbus, module européen de la station spatiale, et au Japon. Donc tous ces gens-là se donnent rendez-vous, on se dit bonjour, et puis on discute le plan de la journée, les réponses, les questions de la veille, et puis si tout va bien, il n'y a pas grand-chose à dire. S'il y a des choses un peu à préciser, ça peut prendre 15, 20, 25 minutes. Et ensuite, chacun part de son côté et les astronautes vont mettre en œuvre le plan de la journée. Le plan de la journée, on peut le suivre, nous, sur des ordinateurs portables à bord. On a toutes les activités une par une, chacun a son emploi du temps. C'est vraiment contrôlé à la minute près.
Et puis on va aller comme ça sur une journée normale, faire à peu près 50% du temps, ça va être de la recherche. On va travailler sur des expériences, notamment dans le laboratoire Columbus où on fait toutes les expériences de physiologie. Moi je sais que je vais y passer beaucoup de temps. Mais il y a d'autres installations évidemment à la station spatiale, hein, pour la science des matériaux, pour les sciences physiques, la mécanique des fluides, des choses comme ça. À peu près 50% du temps, donc, on va travailler sur des expériences. Le midi, petit break où on ne mange pas forcément ensemble, chacun attrape l'équivalent spatial d'un sandwich et puis retourne au travail. Et puis l'après-midi, on va dire, alors le matin, l'après-midi, ça peut changer évidemment, mais 50% du temps, ça va être logistique ou maintenance. On va aller tester par exemple le circuit d'eau, réparer quelque chose qui est en panne, transférer du cargo qui vient d'arriver et qu'on doit mettre à un endroit différent dans la station pour le stockage. Voilà, donc il y a énormément de logistique et de maintenance à faire dans la station spatiale. Le soir, on va finir par 2 heures de sport, 2 heures, 2 heures et demie de sport, et ça va consister d'abord en la partie cardio. Donc on a un tapis roulant, on a 2 tapis roulants, un côté russe, un côté USOS, c'est-à-dire américain occidental. On a un vélo d'appartement et puis on a une machine ensuite de musculation sur laquelle on passe tous les jours. Donc on va finir la journée comme ça. Vers 19h, 18h30, 19h, on a encore une conférence avec tous les centres de contrôle pour clôturer la journée. Et puis ensuite, c'est a priori le temps libre pour les astronautes. Et ça, chacun l'occupe un peu comme il veut. Moi, j'ai déjà ma petite idée, mais j'en regarde beaucoup par la fenêtre, par la cupola, qui est notre fenêtre d'observation.